Bonjour à tous, nous allons commencer ce webinaire. Ce deuxième webinaire du cycle sur l'énergie porte sur la rénovation énergétique des bâtiments publics et plus particulièrement sur l'accompagnement que peut apporter l'intercommunalité auprès des communes. Ce cycle de webinaire vise à vous permettre d'échanger avec des experts et nous prévoyons un temps d'échange, différents temps d'échange tout au long du webinaire. Ce webinaire durera 1 heure et quart. La présentation durera 30 minutes. Et ensuite, un temps de questions et de débat est prévu. Vous pourrez poser vos questions à l'oral en levant la main. Et vous avez également en bas de votre écran un onglet qui vous permet tout au long de la présentation de poser des questions à l'écrit. Et on y répondra dans le deuxième temps du webinaire. Pour rappel sur ce cycle, le premier webinaire s'est tenu il y a 2 semaines. Nous avons échangé sur la crise énergétique et la réforme du marché de l'électricité avec Andreas Rullinger, coordinateur transition énergétique France à l'IDRI. Ce webinaire est disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Le troisième webinaire du cycle aura lieu dans 2 semaines. Il portera sur la résilience. L'intervenant sera Mathieu Ozano, le directeur du Chief Project. Aujourd'hui, nous allons parler de rénovation énergétique des bâtiments publics. Et nous entendrons Viviane Hamon, consultante, qui a co-rédigé l'étude pour l'ADEME sur la sociologie de la décision de rénovation énergétique des bâtiments communaux. Et les échanges seront animés par Caroline Bardot, vice-présidente de Vichy Communauté, et Luc Berthoud, vice-président du Grand Chambéry. Le webinaire sera enregistré et sera disponible en replay. Et sans plus attendre, je laisse la parole à Caroline Bardot pour quelques mots d'introduction. Merci. Merci beaucoup, Oriane. Et bonjour à toutes et tous. Je suis ravie d'être avec vous. Effectivement, donc Caroline Bardot. Alors moi, je suis maire d'un petit village, le village de Saint-Pons, qui a 685 habitants et qui se trouve dans le Bourbonnais, au cœur de l'Auvergne, dans le département de l'Allier, et qui est la 39e commune à avoir rejoint Vichy Communauté, une communauté d'agglomération donc de la ville de Vichy. Euh, et j'ai l'honneur, et c'est ce qui m'amène à être à vos côtés ce matin, j'ai l'honneur d'être vice-présidente à la délégation écologique et énergétique de Vichy Communauté. Alors effectivement, sur des propos liminaires et peut-être pour poser simplement le contexte de l'enjeu de la rénovation énergétique des bâtiments publics pour les intercommunalités, moi je dirais qu'elle s'inscrit dans un contexte en 3 dimensions. D'abord, c'est la réponse à une obligation légale à travers les PCAET, les plans climat, air, énergie territoriales. Et ça, c'est la feuille de route réglementaire et obligatoire de la transition énergétique. Il y a aussi un contexte international avec la crise énergétique mondiale qui, de 2021 à maintenant, a incontestablement joué un rôle dans la prise de conscience de la rénovation énergétique des bâtiments publics. Et de prise de conscience aussi, les questions, et c'est le troisième point que je voulais souligner, cette prise de conscience citoyenne et sociale avec la montée en puissance des enjeux écologiques qui peut-être aujourd'hui sont réels ou en tout cas sont clairement exprimés par les gens et relèvent d'une sensibilité clairement ressentie. Alors, je vous disais, l'obligation légale, les PCAET, c'est cette obligation qui s'impose à toutes les communautés, les intercommunalités de plus de 20 000 habitants. Et donc, Vichy Communauté, nous sommes concernés par ces PCAET. Ils sont notre feuille de route, ils guident notre action en matière de transition énergétique. Et on retrouve très souvent dans les PCAET des intercommunalités la rénovation énergétique des bâtiments au sens large, mais notamment des bâtiments publics. Aussi parce que dans ces PCAET, on va très souvent avoir l'exemplarité de la collectivité qui ressort comme un axe fort qui guide l'action. Et c'est normal puisqu'il nous faut en premier lieu être exemplaires pour pouvoir entraîner tous les acteurs de la société civile et du territoire avec nous. C'est le cas à Vichy Communauté. Notre plan climat-air-énergie, son axe 1, c'est l'exemplarité des collectivités. Il y a 4 orientations dans cet axe et notamment l'exemplarité énergétique du patrimoine public fait partie de notre feuille de route.
L'axe 2 de notre plan climat-énergie qui en compose 6, c'est la sobriété et l'efficacité énergétique. Et là, on retrouve tout ce qu'on peut mener et conduire pour accompagner justement bah, les particuliers, les professionnels à aussi mener ces démarches de rénovation énergétique des bâtiments tertiaires, industriels. Voilà. Mais une fois encore, et CQFD pour cela, faut-il être exemplaire et donc on s'y emploie. Le contexte international, bah, je voulais simplement souligner que bien évidemment, bah, la pénurie d'énergie dans le monde causée en 2021 par la forte reprise économique mondiale après la récession liée au Covid, mais aussi l'invasion de l'Ukraine par la Russie, c'est incontestable, c'est indéniablement invité à la table des négociations des mandats des élus. Et quand bien même c'était peut-être pas dans le viseur des feuilles de route de mandat en 2020, là sur cette année, et moi je le vois sur mon territoire et auprès de tous mes collègues, la rénovation énergétique des bâtiments publics, tout le monde s'y emploie et l'a engagé pour des raisons simples, hein, la maîtrise des dépenses énergétiques d'une part, qui ont un impact direct sur la réduction des consommations énergétiques, et puis aussi la recherche d'autonomie énergétique, parce que c'est bien ça aussi qu'a pointé du doigt le contexte international. Et puis la prise de conscience, cette prise de conscience, cette montée en puissance des enjeux écologiques, moi, la manière dont je la ressens en tant qu'élu local, c'est qu'elle est réelle et effective et que ça change tout parce qu'elle n'est pas subie et que ça règle ça, les conflits latents d'acceptabilité qui sont souvent un problème pour nous, élus de terrain, pour conduire le changement. Mais alors après, une fois qu'on a pris la décision de se lancer dans la rénovation énergétique des bâtiments, eh ben, on est souvent confronté à, moi, je dirais, trois problèmes majeurs. Le manque d'ingénierie financière, recherche de subventions, des programmes d'aide, et le manque d'ingénierie technique. Je commence par quoi, où, quand, comment. Et c'est le maire d'une commune de 685 habitants qui vous dit ça et qui a 4 agents communaux. Hein. Donc, vous imaginez bien qu'effectivement, ce manque d'ingénierie financière et technique, on l'a vu, on l'a subi. C'est le manque d'argent. C'est le manque d'argent parce qu'une fois qu'on a établi un programme de rénovation énergétique de plusieurs milliers, voire plusieurs centaines de millions d'euros, eh bien, encore faut-il le trouver. Et puis, c'est le manque de compétences. Et là, il y a une vraie nécessité de faire monter en compétence l'écosystème local. Et ce que j'entends par là, c'est les artisans, le BTP, c'est-à-dire toutes ces personnes qui devront être en mesure de répondre à tout un tas de normes et de réglementations ou de labels et de certifications qu'ils n'ont ou pas. Euh, alors, pour répondre à ça, heureusement, il y a de nombreux dispositifs qui existent, des dispositifs où l'on peut déléguer. Hein, ce qu'on ne sait pas trop faire ou ce qu'on veut, ce pourquoi on veut être accompagné. Et là, on peut créer des sociétés de projet. Il y a aussi des méthodes qui permettent de mutualiser. Et là, on peut réaliser des achats groupés via, par exemple, un syndicat d'énergie ou quoi ou qu'est-ce. Et puis, il y a aussi un certain nombre de dispositifs où on peut être assisté. Et là, le Vichy Communauté, mon aglo, comme beaucoup d'autres, hein, Intercommunalité de France, bien sûr, on est engagé sur le programme ACTé, les conseillers en économie partagée, on est accompagné par la Banque des territoires. On peut aussi lancer un SDIE, un schéma directeur immobilier énergétique. Voilà, donc fort heureusement, il y a quand même quelques réponses qui peuvent être apportées. Voilà ce que je voulais vous dire pour les propos introductifs. Et je laisse avec grand plaisir la parole à Viviane Hamon, parce que j'ai eu l'occasion de parcourir son travail et c'est tout à fait passionnant. Merci beaucoup, Caroline, pour ces mots d'introduction. Donc, Madame Hamon, je laisse la parole pour une présentation d'une trentaine de minutes et ensuite, nous entendrons le témoignage de Hubert. Je vais peut-être vous laisser afficher la présentation parce que ce sera, euh, par contre, vous aurez la main pour passer les diapos. Ça va? Donc, d'où je parle, on va un petit peu attendre. Donc, vous allez voir que ma présentation va être très complémentaire de l'introduction où je me retrouve beaucoup.
Donc, on peut passer à la diapo suivante. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'était de mettre au jour et de discuter collectivement quelques pistes d'action à destination des intercommunalités sur la base d'une recherche sociologique qui date de 2020. C'est intéressant parce qu'elle date d'avant les événements géopolitiques que vous avez rappelés. Et c'est une recherche sociologique qui s'est centrée sur les petites et moyennes communes. On peut passer à la suivante. Je vais un peu galoper sur le démarrage pour laisser vraiment du temps à la discussion. Donc, la commande, les donneurs d'ordre, est venue de la Banque des territoires, qui s'est associée pour financer cette étude à l'ADEME, à Plan Bâtiment Durable et à la FNCCR, donc Fédération nationale des collectivités concédantes, ça doit être quelque chose comme ça. C'est Collectivité la concédante et des maladie, régies. la maladie française des sigles qu'on ne sait pas totalement décrypter. Et nous étions une équipe de 3 sociologues spécialistes. Nous sommes tous les 3 spécialistes de la transition écologique et en particulier de la transition énergétique dans le bâtiment. Donc Gaëtan Brispierre, Mathilde Joly-Puget et moi-même. Donc trois sociologues. Quelques mots sur le contexte de la commande. La commande est issue vraiment originellement de la Caisse des dépôts et consignations et de la Banque des territoires, hein, qui avait mis en place tout un environnement financier incitatif et qui avait beaucoup de fonds à mettre à disposition des collectivités et qui s'apercevaient que ces fonds n'étaient pas du tout engagés, donc qui sentaient bien qu'il y avait un bug. Et dans le support, vous trouverez un lien vers le rapport du comité d'évaluation du plan France Relance qui souligne aussi effectivement la timidité ou le non-engagement massif de financement pourtant présent pour la rénovation énergétique. Et c'était aussi un champ de recherche qui reste complètement à investiguer. Ça nous a permis de faire des détours aussi par la sociologie politique. Et en tout cas, il y avait une espèce de boîte noire qui était comment, dans les communes, on prend des décisions de rénovation des bâtiments publics. Donc, on a eu avec ces 4 donneurs d'ordre une démarche de recherche-action. C'est à la fois, on a fait une recherche de terrain approfondie pour donner des clés de compréhension, voilà, pour mettre au jour la manière dont les décisions se prenaient. Et puis, on a travaillé des pistes d'action pour ces donneurs d'ordre qui leur a donné une feuille de route pour les actions futures. Feuille de route, par exemple, qui a été très largement travaillée par la FNCCR et les développements qu'elle a pu faire dans le cadre du programme acté. Très rapidement sur la méthodologie, parce que c'est pas l'enjeu du webinaire. Donc, on a fait une analyse très classique documentaire. On a regardé un panorama de tous les dispositifs qui existaient. On a contacté des experts. Et on a passé un long moment avec beaucoup d'acteurs à repérer les cas où on avait envie d'aller creuser. Donc, on est parti de 50 pistes. On a eu 25 contacts sur lesquels on a fait des fiches de retour d'expérience, dont Vichy Agglomération, autant que je m'en souvienne. Et on a présélectionné 12 communes et avec le comité de pilotage, on s'est arrêté sur 9 petites et moyennes communes qui avaient conduit des opérations de rénovation énergétique, enfin, je vais dire remarquables parce que ça ne voulait pas dire au top de la performance. Parmi ces 9 communes, il y avait celle de M. Berthoud qui prendra la parole tout à l'heure. On avait donc un échantillon qualitatif varié. Je crois que la plus petite commune devait faire 300 ou 400 habitants jusqu'à des villes moyennes un peu importantes comme Vierzon par exemple. On avait une variété de niveaux de performance énergétique de l'opération analysée. On a tapé sur toute la France. Et on a aussi essayé d'être relativement varié dans les dispositifs de soutien qui avaient été sollicités ou qui avaient accompagné ces projets. Et donc, on a fait ce qu'on appelle des monographies dans notre jargon de sociologue, c'est-à-dire qu'à partir de ces 9 cas de rénovation énergétique dans 9 communes, on a fait 25 entretiens. C'est-à-dire que sur chacune de ces opérations, on a interrogé plusieurs acteurs impliqués
de manière à avoir des points de vue à la fois convergents et différents. Mais enfin, l'idée, c'est que chacun est porteur d'un petit bout de l'histoire, d'un petit bout de la décision, et que en interviewant plusieurs personnes autour d'une même rénovation, on arrivait à peu près à faire le tour des dynamiques de décision qui avaient pu avoir lieu. Donc, on a interviewé sur chaque rénovation des élus, des agents au sein des collectivités et ce qu'on a appelé des accompagnants, c'est-à-dire des acteurs extérieurs, mais qui ont pu mettre leur grain de sel et apporter leur aide dans ces rénovations. Voilà, ça suffit, je pense, pour la méthodologie de l'enquête. Et on a fait une restitution en trois grandes parties. D'une part, quel était le rapport général des communes à la rénovation énergétique. Ensuite, on est allé regarder en détail comment opérationnellement ça se passait, en particulier qu'est-ce qui peut conduire à la performance énergétique des rénovations. Et puis, on s'est intéressé à toutes ces aides extérieures qui peuvent aider à la rénovation. Alors, je vais partager avec vous seulement trois résultats qui me semblent, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails de tous les résultats. Voilà, l'étude existe et je crois qu'elle est assez facile à lire. Mais il y a trois résultats qui me semblent très intéressants. D'une part, c'est quelles que soient ces communes, et puis il y avait quelque chose qui préoccupait un peu notre comité de pilotage, c'est est-ce que la couleur politique de la collectivité joue sur l'engagement dans la rénovation? La réponse a été rapidement non. Et on a trouvé que quelles que soient les communes, petites ou plus grandes, de gauche ou de droite, écologistes ou voilà, en tout cas, il y avait des convergences très très intéressantes à souligner. D'une part, ce qui vient d'être rappelé, et je vous rappelle que l'étude était en 2020, une montée en puissance très notable de la conscience, je dirais pas écologique, mais climatique. C'est-à-dire que dès 2020 et en dehors de la crise énergétique, il y a des effets du dérèglement climatique qui frappent les esprits, en particulier les effets sur la nature, sur l'environnement agricole, sur la forêt qui est souvent présente dans ces communes. Et donc, une conscience, et on avait des témoignages de chargés de mission développement durable, par exemple, qui disaient, ou d'élus plutôt environnementaux, qui disait il y a quelques années, il fallait vraiment, j'étais l'emmerdeur, ou il fallait vraiment que je convainque mes collègues. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Deuxième sujet complètement commun à toutes les collectivités, c'est que le budget communal, c'est de plus en plus un casse-tête et des grandes difficultés économiques. Troisième sujet qui désespère les maires, c'est cette décentralisation en trompe-l'œil, c'est-à-dire à la fois des injonctions qui viennent de l'État de plus en plus fortes, de plus en plus directives, et en même temps, ben, on nous laisse bien tout seuls nous dépatouiller du truc et on n'est pas présent et même on va dire que l'État s'est désengagé de tout un tas de services qu'il nous rendait précédemment. Ensuite, dans toutes les communes, on s'aperçoit qu'il y a un parc de bâtiments hérité des Trente Glorieuses qui est pléthorique, qui est complexe dans ses architectures, parce qu'en plus, ça a été construit dans une époque architecturale qui n'était pas du tout consciente des enjeux énergétiques ou environnementaux, et un parc qui souffre d'un état général de trop faible entretien et qui fait qu'il est aujourd'hui souvent en mauvais état. Et puis le dernier point qui était tout à fait présent dans les communes, c'est le fait que les bâtiments publics et leur rénovation est strictement et toujours mis en lien avec le service aux habitants et ne peut pas être détaché d'une question de service aux habitants. Deuxième résultat intéressant, c'est qu'on a pu mettre au jour trois récits de la rénovation. C'est-à-dire que la rénovation n'est pas comprise, n'est pas mise en valeur, n'est pas exemplarifiée, si le mot existe, de la même manière dans les communes.
Mais en tout cas, ces récits s'éloignent du récit institutionnel qui est porté en particulier par le décret tertiaire et par toutes les injonctions hyper rationnelles et centrées sur l'énergie, en particulier qui vont venir de l'ADEME, de plans bâtiments durables, des ingénieurs. Voilà. Il y a un discours ingénieur qui est général, qui est très éloigné des récits qui permettent la rénovation dans les communes, qui sont de l'amélioration du service aux habitants. L'impact sur les budgets de fonctionnement avec un principe de népense, c'est-à-dire la népense, c'est quoi? C'est d'être capable de montrer et de démontrer les dépenses que l'on a pu éviter grâce à la rénovation énergétique. Donc, on ne recherche pas un retour sur investissement de la rénovation. Ce qu'on cherche, c'est à contenir les budgets de fonctionnement de la commune. Et puis, le troisième récit, c'est celui de l'exemplarité qu'on trouve de manière en mineur, mais qu'on trouve aussi, qui est la notion de commune en transition. Et troisième point assez notable, c'est que dans ces communes où on a, je vous rappelle, étudié des rénovations quand même suffisamment remarquables, ben, les raisons pour lesquelles on les a faites et la logique, on va dire, politique ou la logique de mandat des élus impliqués peut être très différente. Et donc, on a une typologie de communes rénovatrices qui est finalement assez variée et qui laisse ouvert le sujet de... Enfin, il y a pas une seule manière, et en particulier, il n'y a pas que la manière écologiste des engagés de la transition de faire des rénovations remarquables. Il y a d'autres façons de la faire et c'est... Enfin, moi, je suis sociologue, mais je viens du marketing et c'est aussi une manière de dire comment je m'adresse à mes élus. Je commence par vérifier à quel segment, à quel type ils appartiennent, et parce qu'à chaque fois, on va adapter le discours et les arguments. Voilà pour les résultats très rapidement. Euh, j'ai mis l'ensemble des liens dans le support que vous retrouverez, que vous pourrez avoir après, et y compris un podcast que j'avais déjà fait auprès d'Intercommunalité de France. Donc, ça permet des entrées à géométrie variable et à temps de lecture variable dans les résultats détaillés de l'étude. Alors, si on passe à la question du jour, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut tirer comme fil au niveau des intercommunalités, on va commencer par un petit avertissement quand même, parce que donc on peut passer à la suivante. Euh, En préalable, je veux vraiment souligner que l'étude sur laquelle je me base, donc cette étude, elle est centrée sur les décisions dans les communes. Ce que je peux dire, c'est qu'au moment de la recherche, le rôle de l'intercommunalité a été très, très peu évoqué dans des entretiens pourtant très ouverts, où on laissait la parole, où on n'est pas directif, etc. Et quand l'intercommunalité a été évoquée, c'est souvent avec amertume, c'est-à-dire avec l'idée que au sein de l'intercommunalité, il y a des gagnants, il y a des perdants, il y a des gens qui savent faire ou des communes qui savent faire et des élus qui savent faire, et il y a des élus qui sont laissés de côté, qui sont ignorés et qui sont les perdants de l'affaire. Donc bon, c'est peut-être pas très, très joyeux à entendre dans des intercommunalités, mais c'est les retours de terrain qu'on a. Et puis, vous rappelez donc que l'étude s'est concentrée sur les rénovations à bon niveau de performance, dans la perspective du décret tertiaire, dans la perspective des engagements du décret tertiaire, et qu'on on s'est pas attaché à regarder ce qui se passait sur les petits travaux, ce qu'on appelle les gestes d'amélioration. Donc, on est majoritairement sur des rénovations, ce qu'on appelle des rénovations profondes, c'est-à-dire des rénovations énergétiques, mais des rénovations aussi plus globales des bâtiments qu'on a étudiés. Donc, comment cette étude peut-elle inspirer des actions portées par les intercommunalités? Donc, j'ai ressorti 5 pistes. Il y en a la première qui est certainement de changer de récit et de changer d'imaginaire. J'y reviendrai en détail. La deuxième, c'est tout ce qui peut être une concertation entre élus dans les intercommunalités pour optimiser les parcs et prioriser les rénovations.
Et puis 3 pistes de mutualisation sur l'ingénierie financière, l'ingénierie technique et l'ingénierie juridique. Donc, je rejoins les propos introductifs de Madame Bardot. Donc, la première, changer de récit et d'imaginaire. Puis, on a eu le grand plaisir de voir que dans sa communication au Congrès national du bâtiment durable qui a eu lieu en décembre, la FNCR a repris cette conclusion qui était déjà présente dans notre étude, aller vers la figure du maire rénovateur. Et voilà, je mets en contraste 2 photos ici, c'est-à-dire le récit de la première pierre, où on est là évidemment sur un bâtiment neuf. Comment on peut avoir sa peau à ce récit pour aller vers la figure du maire rénovateur qui est illustrée par la deuxième illustration qui vient de Septem-les-Vallons, au nord de Marseille, où il y a une rénovation de bâtiments publics dans la commune avec toute une stratégie de réemploi sur site et tout un travail environnemental extrêmement fin que l'élu de la commune nous a présenté à Montpellier en décembre. Donc, ben voilà comment on en finit avec la figure du maire bâtisseur. Comment on peut mettre en avant l'exemplarité environnementale mise en œuvre dans un certain nombre de communes et pour aboutir à des échanges de pair à pair et des retours d'expérience. Et on a pu mettre au jour dans notre étude le fait que le maire d'une toute petite commune dans une énorme métropole pouvait être un ambassadeur extrêmement efficace auprès de ses collègues pour leur dire, ben, oui, c'est possible, oui, on l'a fait, oui, ça a des résultats positifs, oui, c'est bien accueilli par notre population, etc. Et ce qui ressort de notre recherche, c'est que ces échanges sont souvent peut-être les plus efficaces pour aller convaincre les collègues dans d'autres communes. Deuxième piste qui peut être mise en œuvre au sein des intercommunalités, ce qui a été aussi évoqué dans les propos introductifs, c'est de s'attacher à mettre en place des schémas directeurs immobiliers à l'échelle de l'interco, ce qui veut dire évidemment pas simplement sur les bâtiments dont l'intercommunalité a la gestion ou que l'intercommunalité possède en propre. Hein, puisqu'on part, ce que j'évoquais en introduction, d'un parc pléthorique et souvent à bout de souffle, il serait important que ces schémas directeurs immobiliers soient faits à une échelle globale, en considérant l'ensemble du patrimoine, quel que soit le maître d'ouvrage officiel, la mairie, etc. Et que ce schéma directeur immobilier, ça ne soit surtout pas, parce qu'on a montré que ce n'était pas du tout efficace, des audits énergétiques généralisés sur tout le parc. Ce qu'on a pu montrer, c'est des choses qui ont existé, que l'ADEME a financé à tour de bras il y a quelques années, et que ben, ces audits énergétiques, ils finissent dans les placards et ils ne permettent pas de prendre des décisions. En tout cas, ce n'est pas le bon moment pour les faire. Et l'autre point sur ce diagnostic de l'ensemble du patrimoine, c'est que ce n'est pas un diagnostic uniquement énergétique. Il y a des questions d'état général des bâtiments. Est-ce qu'ils sont toujours adaptés aux usages contemporains? Évidemment, leur consommation énergétique, mais aussi où on en est, voilà, des exigences sur l'accessibilité, des questions de sécurité, des questions de désamiantage. Enfin, je mets des points de suspension. C'est vraiment un diagnostic global qui doit s'attacher aussi à évaluer la fonction symbolique de ces bâtiments parce que les élus, mais aussi les habitants, sont attachés à certains bâtiments et puis leur intérêt patrimonial. Ça va ensemble, mais pas forcément. Un des bâtiments qui a la meilleure fonction symbolique dans les communes, ce sont les écoles, qui sont pas forcément, qui n'ont pas tout un intérêt patrimonial avéré. Ce qui permet ensuite à l'intercommunalité, collectivement, avec l'ensemble des élus, de hiérarchiser les enjeux et les urgences. Et puis un dernier point, de mettre au jour des évidentes redondances. Hein, il y a cette époque des 30 Glorieuses que j'évoquais tout à l'heure. Moi, j'ai un souvenir parce qu'à l'époque, je conseillais beaucoup les collectivités territoriales et chaque micro-commune avait sa salle polyvalente. Est-ce que ça a encore du sens aujourd'hui? Donc, ça veut certainement dire des décisions sûrement douloureuses de mutualisation
de bâtiments et de leurs usages, de cession de bâtiments et de reconversion. Et la reconversion, c'est quand même une des pistes qui est mise en avant avec la douloureuse loi ZAN. Mais tout ça devant se faire dans une concertation et dans une perspective d'équité entre communes. Troisième piste autour qui démarre autour de la mutualisation. Alors l'illustration aussi, elle fait directement écho à des propos qu'ont tenus les élus ou les DGS dans les communes. C'est-à-dire que monter des dossiers de financement de rénovation, c'est un casse-tête énorme et ça se traduit par des piles de documents de cet ordre. On a fait nos entretiens en visio parce que c'était au moment du Covid, mais on a bien eu certains élus qui se sont retournés dans leur bureau et qui ont sorti la pile de documents et qui nous l'ont montré à travers la vidéo. Donc, les montages financiers sont très complexes et l'accès aux subventions est jugé très inégalitaire. Et on nous a souvent dit, bah, finalement, les subventions, elles vont toujours au premier de la classe, quoi, à ceux qui sont les chouchous des services instructeurs pour un certain nombre de raisons. Donc, ça veut certainement dire qu'à l'échelle de l'intercommunalité, on peut mettre en place une cellule de veille pour permettre d'identifier toutes les opportunités de financement. Et quand je dis au-delà de la seule décile et des terres, c'est parce que finalement, dans les plus petites communes, c'est quasiment les seules subventions qui sont recherchées parce que c'est les plus familières et celles qui sont connues en fait. Alors qu'il y a des financements atypiques, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, voilà, mais d'intracting ou de tiers-financement. Il y a des financements sectoriels que certaines communes savent très bien aller voir parce qu'elles savent que le ministère de l'Éducation, le ministère de la Culture, le ministère des Sports, de la Jeunesse et des Sports a lancé des appels à projets ou autres, voilà, et qui permettent des cofinancements. Les communes et c'est intéressant parce qu'on était au moment du plan de relance et tout, vous le savez pertinemment, les communes qui ont pu avoir des financements dans le cadre du plan de relance, c'est celles qui nous disent, on a des dossiers prêts dans les tiroirs, on les sort, on ajuste un petit peu les choses, quelquefois ils sont là depuis quelques années, on sait qu'on a ce projet, mais ce qui est important, c'est que le dossier soit quasi prêt et qu'on fasse les ajustements à la marge pour dégainer rapidement dès qu'un financement qui semble à peu près approprié se présente. Et puis, évidemment, dans cette mutualisation, il y a besoin d'un soutien actif au secrétaire de mairie pour monter les dossiers parce que dans les plus petites communes en particulier. Et bah, si vous ne l'avez pas écouté, mais il y a eu un feuilleton la semaine dernière, le feuilleton de France Inter, de Midi à France Inter, suivait une secrétaire de mairie divisée entre 4 communes dans le Gers. Et je trouve que je préparais ce webinaire à ce moment-là et j'ai trouvé que c'était très illustratif de ce que je pouvais avoir à dire sur ce sujet-là. On peut passer à la suivante. Alors, deuxième vecteur enfin, deuxième sujet de mutualisation, c'est comment on peut constituer au sein des intercommunalités ce que j'appelle une task force. Bon, c'est pas très joli, c'est anglais, mais une task force technique dédiée parce que même dans des grandes communes, les directeurs des services techniques, les services techniques nous ont dit qu'ils étaient noyés dans le quotidien, dans leurs tâches habituelles de maintenance, d'entretien, voilà, tout ce qui occupe un service technique habituellement. Et donc, ils nous disent, une rénovation, en particulier une rénovation ambitieuse, si on peut en faire une à la fois, et donc ça veut dire une à deux sur un mandat, c'est déjà très beau. Et donc, ça voudrait dire, ça met en avant le besoin d'un service technique qui pourrait être dédié à l'échelle d'une intercommunalité aux rénovations profondes, c'est-à-dire qui soit dégagé je vais dire des tâches du quotidien pour pouvoir vraiment multiplier des rénovations profondes. Euh, L'autre alternative, c'est de proposer des voies d'externalisation de la conduite de ces projets ambitieux. Donc, nous, on a creusé sur une société publique locale qui s'appelle OSE, qui existe en Auvergne-Rhône-Alpes. Je ne vais pas développer plus parce que Monsieur Berthoud va vous en parler, mais c'est une société dont les collectivités actionnaires, à laquelle les collectivités publiques actionnaires peuvent déléguer
leur rénovation ambitieuse et performante. Et puis, il y a une troisième piste à proposer qui est qu'il existe aussi des démarches environnementales qui intègrent des fonctions d'AMO extrêmement pointues, hein, d'accompagnement des collectivités. Donc, je vous ai mis le lien vers le collectif des démarches quartiers et bâtiments durables qui existe dans les régions que vous avez ici en noir et peut-être dans quelques temps en Hauts-de-France aussi. Je ne voudrais pas m'avancer trop loin, mais qui permet, à travers des appels d'offres dédiés, de poser des conditions environnementales sur des rénovations et de bénéficier d'un accompagnateur qui va faire le lien entre les projets et les besoins de la commune. Et cinquième piste et et troisième élément de mutualisation. Alors, l'éléphant dans la pièce, c'est une expression que j'adore et qui vient de nos amis anglais. L'éléphant dans la pièce, c'est quoi? C'est ce monstre qui est dans la pièce, mais qui est tellement monstrueux qu'on ne le voit pas. Et on doit avouer, à l'issue de notre recherche, qu'on a eu un gros regret, c'est de ne pas être allé creuser parce qu'on ne l'avait pas anticipé du côté des services du marché, mais c'était la petite musique qui est apparue à travers notre analyse des entretiens et ce qui nous a été dit, c'est que les services du marché, dans notre jargon de sociologue qui date de 77, mais ça existe toujours, c'est une zone d'incertitude institutionnelle. Et donc cet éléphant très discret qui est dans la pièce et qui dispose de pouvoirs importants, mais que finalement, on ne perçoit pas ce pouvoir. Donc, ce passage obligé par le service des marchés, c'est un service dont on nous a dit qu'il est souvent débordé et qu'entre le moment, par exemple, où une décision, en tout cas en l'occurrence de rénovation, est prise et le moment où les marchés sortent, ben, y passer pas mal de temps parce qu'il y a un goulot d'étranglement à la fois stratégique et opérationnel dans les services des marchés qui sont sous-dotés. Ce sont aussi des services qui sont garants juridiques, voilà, de l'engagement, enfin voilà, qui sont garants de la régularité des choses et qui ont tendance à être à la fois extrêmement conservateurs. Et puis, c'est plus facile pour eux d'aller vers le moins-disant que vers le mieux-disant, ce qui n'est pas forcément favorable à des approches ambitieuses ou à des approches où on va être sûr que la qualité va être au rendez-vous chez les gens qui répondent aux appels d'offres. Il y a un enjeu effectivement d'intégrer des clauses environnementales et sociales ambitieuses à propos des rénovations, ce qui veut dire du sourcing et ce qui veut dire aussi, je rejoins ce que dit Madame Bardot, des enjeux alors de formation, de mobilisation des entreprises locales, parce que c'est des choses qui tiennent à cœur aux élus, d'être en capacité de faire travailler des entreprises locales sur leurs projets de rénovation. Et je dirais qu'ils n'ont pas forcément tort parce que ces entreprises, quand il y aura des problèmes de maintenance, d'entretien derrière, elles seront là alors que voilà, la grande major du bâtiment international, elle va peut-être venir faire une rénovation, mais le jour où il y a un bug sur la chaudière, elle sera peut-être plus présente. Et puis le dernier point, c'est qu'un service des marchés un petit peu plus ambitieux, un petit peu moins conservateur, il va pouvoir éventuellement innover et considérer des nouvelles formes de marché qui sont favorables à des rénovations performantes. J'en ai cité deux là, le contrat CREM ou les contrats de performance énergétique. CREM, conception, réalisation, entretien, maintenance. Donc, c'est des choses qui sont innovantes, qui ne sont pas courantes, qui ont fait leurs preuves et qui pourraient être beaucoup plus présentes dans les marchés. Et je crois que j'en ai fini là pour laisser la place à la discussion. Merci beaucoup pour cette présentation. Avant de passer à un temps d'échange, je vous propose d'entendre le témoignage de Luc Berthoud à propos de la situation dans sa commune et de l'action également de l'intercommunalité. Oui, bonjour, merci. Je ne sais pas si j'ai beaucoup de choses à rajouter après les deux interventions, puisque je crois que l'essentiel a été dit, soit par ma collègue vice-présidente qui a bien résumé les enjeux et les difficultés,
et puis par Madame Hamon qui a fait part des échanges qu'on a pu avoir à l'occasion et qui a, à partir de ces différents exemples de collectivités, bien retracé là aussi les pistes de solutions. Vous en avez évoqué une qui est la SPLOZ, Société publique locale qui a été réalisée à partir, qui a créé cette société. Et quand on est actionnaire, on peut profiter de ces services, notamment pour des réhabilitations lourdes. Parce que je vous rejoins, par le passé, on a pu faire des réhabilitations qui étaient parfois partielles, mais on voit bien qu'il y a la nécessité, quand on prend un bâtiment, d'être sur la totalité. Ce qui fait que certains collègues disent, ben, quand ils ont fait une ou deux opérations dans le mandat, c'est bien parce qu'en termes d'ingénierie, de matière grise, de finance, d'aspect juridique, on peut guère aller au-delà. Mais l'enjeu, il est tellement vaste qu'il faudrait qu'au contraire, on puisse accélérer. Et je ne sais pas, Madame Hamon, où vous m'aviez classé, mais moi, je me suis considéré dans le carré, le rectangle des engagés de la transition. Et c'est pour ça qu'on vient de terminer 2 bâtiments et qu'on travaille pour en réaliser 2 autres. Mon objectif est plutôt d'essayer de rénover 2 bâtiments tous les 3 à 5 ans. Parce que si on n'est pas non plus sur un certain volume financier, on a du mal à avoir des consortiums d'entreprises qui répondent. J'ai un collègue maire voisin, il avait mis une seule école, et ben il était en dessous du million et il n'a pas trouvé d'entreprises qui ont pu répondre. Donc il a fallu qu'il agglomère 2 autres opérations pour faire un marché plus conséquent et avoir des réponses intéressantes. Sur la conscience climatique, vous l'avez très bien dit, je crois que maintenant, il y a, voilà, tout le monde en est imprégné. Je vous rejoins tout à fait sur la façon dont vous avez décrit notre patrimoine immobilier pléthorique. Moi, je suis maire d'une commune, la Motte-Servolex, de 13 000 habitants. C'est la 4e de Savoie en termes de démographie. On a un patrimoine de 60 000 mètres carrés de bâti, avec donc pléthorique, une complexité folle. Il y a une mairie, il y a des écoles, il y a des gymnases, il y a des centres techniques municipaux. Enfin, une telle diversité à une période où effectivement les architectes se sont fait plaisir avec des belles formes, des volumes intéressants, mais pas très pratiques au quotidien en termes de chauffage ou de rénovation. Et puis, vous l'avez aussi justement dit, en finir avec la figure du maire bâtisseur. Moi, j'ai pu intervenir il y a 2 ans en arrière à l'Assemblée générale de l'ASDER, l'Association savoyarde du développement des énergies renouvelables. Et je leur avais dit, maintenant, on n'est plus des maires bâtisseurs, on est des maires gestionnaires. Alors, je préfère la formule maire rénovateur. Je trouve qu'elle est quand même un peu plus sexy que maire gestionnaire, mais c'était bien l'idée. On a un patrimoine, il faut s'en occuper, il faut le rendre beaucoup plus performant et associer aussi nos usagers. Moi, hier au soir, j'ai organisé une réunion avec mes présidents des 130 associations que compte la commune en leur disant, vous êtes des usagers des bâtiments communaux. On pourra avoir, dans je ne sais combien d'années ou décennies, un parc très performant. Il y a aussi ceux qui les utilisent. Et si vous vous plaignez du froid, mais qu'en même temps, les usagers ne font qu'entrer et sortir dans nos volumes, bah, effectivement, vous n'aurez jamais chaud. Donc, il y a cette nécessité de veiller à ceux qui occupent nos bâtiments pour les occuper de la façon la plus rationnelle et nous aider à maîtriser nos coûts et même déjà, à tout premier lieu, d'éviter de consommer pour rien. Voilà ce que je pouvais peut-être vous dire en préambule. Sur les différentes pistes, peut-être un mot, puisqu'on l'a dit aussi, il y a les problèmes de financement. On a lancé, nous, notre schéma directeur immobilier énergétique, une opération lourde. On a recruté un bureau d'études qui va nous suivre pendant 18 mois. C'est 110 000 euros pour l'étude. Alors, heureusement, là aussi, ça a été cité, il y a Acté qui peut nous aider, donc on a 60% de subvention, mais on a l'impression qu'on se retrouve quand même un peu seul, et c'est un outil indispensable, non pas, comme vous l'avez dit, uniquement sur l'audit énergétique, mais sur les usages de nos bâtiments, la vétusté de nos bâtiments, et on va avoir une feuille de route très très fine
pour nous aider à prioriser les investissements, savoir où on va. Là, on l'avait ressenti de façon plus empirique que réelle, d'aller sur une école, d'aller sur un gymnase. On va aller après sur un autre gymnase, une halle des sports qui est un gros volume avant-gardiste, mais qui a 30 ans. Et il faut qu'on passe de l'étanchéité à l'isolation avec une installation de centrales solaires en toiture. Au départ, on s'était dit que on allait remplacer l'étanchéité puisqu'elle prenait l'eau et qu'on ferait l'affaire à 150 000 euros. J'en suis à 7 millions. Voilà, de coût d'opération. Parce que, bien entendu, allant sur cette halle, on a un boulodrome à côté. On a dit, bon, on va y aller sur les deux. Et puis, quand on a tout fait, ce sont ces sommes colossales qu'il faut engager. Et dans le fonds chaîne, on a aussi rajouté, on, on n'embauche pas pour le plaisir d'embaucher par les temps qui courent, on est plutôt en train de regarder finement nos charges de personnel. Pour autant, on vient d'engager, de créer un poste d'économe de flux et d'engager un jeune qui sort de formation de cette association dont je vous parlais, l'association savoyarde pour le développement des énergies renouvelables. Là aussi, son poste est financé à hauteur de 40% et qui va nous aider dans ce travail fin d'analyse de nos bâtiments. On va savoir dans chaque bâtiment combien consomme un mètre carré et puis on va retourner voir nos utilisateurs pour qu'il y ait une meilleure utilisation de nos bâtiments. Voilà sur la partie commune. Juste un mot pour l'Interco et puis je m'en arrêterai là. L'agglomération de Grand Chambéry, c'est 38 communes, 130 000 habitants, avec la ville de Chambéry. La Motte-Servolex, c'est la deuxième commune en termes de population. Et on a pris un dispositif, on a lancé un service d'accompagnement des collectivités. Alors, sur les communes les moins peuplées, voilà, on est allé auprès de celles qui ont moins de 3 000 habitants, de façon à avoir un accompagnement technique pour les aider à réaliser un schéma directeur transition énergétique à l'échelle communale. Donc, on passe au bilan énergétique tout leur patrimoine communal, les bâtiments, les véhicules, pour définir des objectifs de réduction de consommation d'énergie, des émissions à gaz à effet de serre, et puis d'augmenter aussi la production d'énergie renouvelable. Par le passé, on avait fait un groupement de marché pour faire des grappes de centrales solaires, petites grappes, mais pour les écoles, les mairies des communes les moins peuplées. Et puis, on va étendre ce dispositif, mais en tous les cas, voilà où on en est en début d'année 2024. Merci beaucoup pour votre témoignage. Il y a eu certaines questions qui permettront de creuser notamment la question du schéma directeur. Juste avant de prendre une question à l'oral, je vais répondre à une question sur les actions à mettre en place, notamment sur les groupements de commandes ou les commandes coordonnées. Pour vous informer que d'ici quelques jours, Intercommunalité de France, en partenariat avec Urso Avocat, publiera en libre accès un guide juridique sur les outils à disposition des intercommunalités pour la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires publics et privés. Donc, vous aurez des fiches sur les centrales d'achat, les services communs, la création, enfin, le recours aux entreprises publiques locales. Donc d'ici quelques jours sur notre site, ça pourra peut-être répondre à certaines de vos questions. Monsieur Bonvalet, vous avez levé la main. Normalement, vous pouvez désormais activer votre micro et poser votre question ou Ouais, réagir. effectivement, ça marche. Bonjour à tous. Bonjour. Merci beaucoup de toute cette présentation qui était très intéressante. Je me présente, je travaille à l'Institut Négawatt. Je suis responsable de l'activité bâtiment tertiaire. Et c'est plutôt un retour d'expérience que je voulais partager avec vous. Effectivement, c'était enfin, ce qui m'a très intéressé, c'est le panorama complet des contraintes au niveau des collectivités et notamment votre classement entre quatre types de maires, Madame Hamon, enfin de communes. Nous, on constate qu'on accompagne beaucoup le type en haut à droite. Je ne sais plus si c'est le 1. Effectivement, on a beaucoup de demandes, mais on sent que ça bouge. Et un des retours d'expérience, c'est vrai qu'on constate nous aussi que l'énergie n'est pas tout le temps le critère d'entrée, mais qu'effectivement, quand on accroche une première demande, on arrive à aider. Souvent, c'est le service énergie qui arrive avec notre aide à rentrer de l'énergie dans d'autres rénovations qui sont des rénovations fonctionnelles.
Et de plus en plus, c'est comme ça qu'on fonctionne. On l'a fait notamment à la ville de Lyon, où il y avait une PPI en cours qui était seulement sur des rénovations fonctionnelles. Et la décision a été prise au niveau des élus de ne pas refaire une nouvelle PPI centrée sur l'énergie, mais de rajouter des critères énergétiques dans la PPI en cours, par exemple. Euh, L'idée aussi d'avoir un schéma directeur, ou on pourrait l'appeler autrement, mais au niveau de l'intercommunalité, nous, c'est quelque chose qu'on essaye de travailler depuis longtemps. Mais en fait, après, on se heurte au fait qu'il y a plusieurs budgets, de toute façon. Donc, il y aura une vision collective de tous les patrimoines, de toutes les communes dans l'intercommunalité. Mais à la fin des fins, cette priorité-là, centralisée, ne permet pas de faire une seule décision, puisqu'il y a autant de communes qui ont autant de budget de rénovation. Donc, on se heurte à ça. Euh, En tout cas, nous, enfin, ce qui est très intéressant, et ça rejoint tout à fait ce que vous avez dit, je finirai là-dessus, c'est que ce qu'on a développé, nous, c'est une démarche d'accompagnement des gestionnaires qui se passe de tous les audits énergétiques. Ça s'appelle Planissimo. C'est-à-dire qu'on va permettre d'élaborer une trajectoire énergétique à 2050, donc dans le cadre du décret tertiaire, à l'échelle du parc. Et ce qu'on va vraiment permettre enfin, on va former la collectivité à avoir une idée des rythmes de rénovation. Est-ce que c'est une par an? Est-ce que c'est 15 par an? De la complémentarité entre les actions à faible temps de retour et les rénovations complètes. Comment passer le jalon 2030, de quoi il est composé, le jalon 2050. Euh, et effectivement, les audits énergétiques, si besoin, ils arrivent après, une fois que tout est hiérarchisé, qu'il y a des priorités. Pour autant, et c'est mon dernier point, on constate que dans les CCTP des schémas directeurs énergie, notamment d'ACTE, il y a encore une grosse place accordée aux audits énergétiques en démarrage de démarche, ce qui est pas tout le temps. En fait, on est face à des collectivités qui ont un besoin qui est parfois différent de leurs demandes et des canaux de financement. Voilà. Merci pour votre réaction. Est-ce que l'un de vous souhaite des éléments? Moi, je peux répondre, hein. Je travaille 20 ans, depuis 20 ans quasiment exclusivement sur le marché de la rénovation. Alors, plus souvent de l'habitat privé. Et ça fait 20 ans que je dis la rénovation énergétique n'existe pas. On embarque les exigences de performance quand il y a un projet de rénovation, en particulier quand on veut faire une rénovation performante ou ambitieuse. Parce que qui dit rénovation ambitieuse dit souvent des très grosses interventions sur les bâtiments. Et donc, il faut avoir un projet effectivement sur les fonctionnalités, sur les réaménagements, sur plein de choses, dans lequel, à ce moment-là, il faut que ça devienne évident d'embarquer le mieux possible les ambitions de performance énergétique. Mhm, tout à fait. Et en ça, le marché des bâtiments publics ou des bâtiments tertiaires au sens large, il est exactement identique à celui du logement. Mm. Moi, j'ai peut-être envie de répondre à quelques questions écrites sur le lien entre le schéma directeur et nos techniciens, le lien de confiance, qu'est-ce que ça révèle? En fait, faut bien le concevoir comme un partenariat. Que le bureau d'études qui nous suit est un prolongement de la ville et ils répondent à notre commande pour nous aider à avoir des outils beaucoup plus précis que nos dites énergétiques. Donc voilà, c'est vraiment en lien avec nos techniciens. On a fait un cahier des charges. Le bureau d'études, ils nous ont aidés à le choisir. Donc, c'est un prolongement. Sur les subventions qu'on peut espérer avec les bâtiments, les rénovations lourdes, ben, en fait, on ne le sait pas, puisque de plus en plus l'État maintenant va sur des projets. Nous, sur notre école, le bâtiment était 1,8 million. Bon, ben, on a eu 500 000 euros de l'État. On est encore en train de chercher avec notre syndicat départemental d'énergie de la Savoie, 50 000 euros de supplémentaires alors que les travaux sont quasiment terminés. C'est vrai que là aussi, c'est un pan entier de la rénovation. Il faut regarder
comment on peut avoir ces veilles juridiques et financières. Là aussi, nous, on a fait le choix de recruter une personne à mi-temps pour suivre ça. Il y a des postes économes de flux, comme quelqu'un qui va faire de la veille juridique pour les chercher des subventions. C'est des postes qui se payent largement ce qui nous coûte. Donc voilà, c'est des choix. Toutes les collectivités ont peut-être pas la capacité, mais en tous les cas, c'est important de le faire. Voilà pour deux questions qui me reviennent en tête. Je ne sais pas, je crois qu'il y en avait encore d'autres sur lesquelles j'avais retourné. Hop. Ah oui, comment engager toutes les communes de Naterco dans un schéma? C'est déjà tellement lourd au niveau d'une commune que là, je ne sais pas comment on peut y arriver. C'est sûrement une piste. Peut-être que c'est un moment l'État qui nous y obligera, mais de façon volontariste, je ne suis pas sûr que les intercos, au moins les moyennes comme celle dont je fais partie, aient cette capacité-là. J'y crois pas. Et puis, que penser des CEP? Eh ben, nous, dans le dispositif qu'on a mis en place pour accompagner les communes les moins peuplées de l'intercommunalité de Grand Chambéry, on a choisi d'abord des communes qui avaient eu recours au conseil en énergie partagée, qu'elles aient déjà fait ce premier travail, qu'elles aient montré cet intérêt, ça nous a permis de les prioriser. Bah, peut-être, moi, pour compléter dans la lignée sur le témoignage d'un autre territoire avec Vichico, puisqu'on est engagé effectivement dans un SDIE et aussi dans Acté. En fait, le SDIE, il est pour les Vichy communautés et Vichy ville, la ville de Vichy. Donc, pour les bâtiments publics de la ville de Vichy et les bâtiments communautaires de Vichy communauté. Ce qui représente un peu plus de 80 bâtiments pour Vichy ville et 80 bâtiments pour Vichy communauté. Pour ça, cette démarche de SDIE, nous, on l'a lancée en 2021 en étant lauréat d'un appel à projet de l'ADEME, ce qui donc nous permet effectivement d'être accompagnés financièrement sur tout le volet de l'étude. Moi, je la trouve particulièrement pertinente, cette démarche, parce que ça nous permet d'être autour d'une table élus et techniciens avec ma collègue vice-présidente au bâtiment public, mon collègue de Vichyville qui est à la transition énergétique, moi qui suis à la transition énergétique. Enfin, en fait, on est plusieurs élus, plusieurs agents à vraiment effectivement se poser la question des différents types de scénarios, hein, comme on le fait d'ailleurs quand on fait de la projection sur de la transition écologique ou énergétique. Et on a, pour l'instant, nous, donc identifié 5 étapes pour mener notre SDIE, l'inventaire, le diagnostic, les scénarios et la validation justement du schéma directeur, ensuite les PPI, et puis ensuite viendra l'étape de l'évaluation. Là, nous, actuellement, on a choisi notre scénario. Donc, on avait identifié 3 scénarios, environnemental, réglementaire ou financier. Et les élus ont validé en comité de pilotage un de ces scénarios. Et à partir de là, on va prioriser en croisant, et c'est là où je trouve que c'est intéressant dans les échanges, parce qu'on ne prend pas forcément toujours le temps de le faire, c'est de croiser effectivement des logiques purement comptables, hein, de consommation, voilà, avec des logiques d'usage et qui peuvent effectivement aboutir à des mutualisations. Moi, vous le soulignez tout à l'heure, Luc, mais il y a quand même, alors je ne joue pas à la pétanque, mais moi, très sincèrement, la question des boulodromes, elle m'interroge quand même. Alors, Dans le contexte dans lequel on est. c'est la Lyonnaise. Et donc, Oui. c'est une activité sportive très intense. Mais Non, mais j'entends, mais c'est vrai qu'honnêtement, moi, des hangars couverts pour jouer aux boules, ça m'interroge. Dans le contexte aujourd'hui dans lequel on vit, on évolue, ça interroge. on cherche Vraiment. à pas le chauffer. Ça pose des choix, quoi. Bon. On cherche à pas le chauffer. Après, je mesure aussi, on est élu, hein. Faut aussi pas se cacher derrière son petit doigt, hein, aujourd'hui, et les chiffres sont sortis d'ailleurs il y a quelques semaines, hein, l'essentiel des votants de ce pays a plus de 50 ans, hein, donc à un moment donné, on se pose aussi la question de ne pas se tirer une balle dans le pied, et est-ce qu'il ne faut pas quand même chauffer le boulodrome? Mais voilà, ça interroge quand même. Et après, donc, nous, pour toutes les autres communes, Dans le pied, une boule sur le pied, et ça fait mal. c'est vrai aussi, pour toutes les autres communes, on a la chance, et j'ai le sentiment que peut-être vous aussi sur votre territoire, Luc, on a un syndicat départemental de l'énergie qui est un vrai super partenaire, Oui. qui d'ailleurs nous a tous embarqués, puisqu'en fait, c'est lui qui a coordonné et piloté tous les PCAET de toutes les intercommunalités du territoire, et même celles qui ont moins de 20 000 habitants ont un PCAET, parce que c'est une démarche volontariste portée par notre syndicat départemental de l'énergie, qui est donc lui allé chercher et on a mobilisé les fonds actés.
via une candidature commune portée par les 3 coms d'agglo et par le syndicat départemental de l'énergie pour justement aller combler les trous dans la raquette et ben, de tous les bâtiments communaux, municipaux qui ne bénéficieraient pas de l'énergie, d'ingénierie. Et pour le coup, avec Acté, on est allé chercher des économes de flux, des conseillers en économie partagée, mais qui sont au syndicat départemental de l'énergie et qui interviennent de manière délocalisée sur le territoire au bénéfice des communes. Ce qui nous permet, voilà, comme ça, de mailler à peu près, en tout cas, de tenter de mailler à peu près correctement le territoire là-dessus. Juste, je m'arrête là, voilà. Donc, vous dites que toutes les communes de votre agglo et même large ont un PCAET. Ouais, Ah, exactement. c'est super, parce Ouais, que ça c'est bien, ouais. on a au niveau de l'agglo, je l'ai moi au niveau de ma commune, mais je suis même pas sûr que la ville-centre Chambéry l'ait. Ouais. D'accord, par le Oui, SDES. et puis ce que ça a de bien, c'est que ça a partagé, ça nous permet de partager toutes les intercommunalités du département de l'Allier, du coup, partagent un même socle d'axes stratégiques à atteindre. Après, on a des fiches actions différenciées, mais on a un même socle à atteindre. Ça nous donne une vision qui, au moins au niveau départemental, est cohérente, quoi. Mm. C'est un bel exemple. En effet, PCET obligatoire à l'échelle intercommunale, interco de plus de 20 000 Alors, notre habitants. syndicat départemental d'énergie a créé avec le département, avec la Société d'aménagement de la Savoie et deux banques, une SEM énergie renouvelable sur l'ensemble du département. Ouais, Donc, c'est il s'est bien. concentré là-dessus, mais le rôle de fédérateur pour les PCAET, c'est Mm. une bonne chose. OK. Partout, en effet. Alors, on va prendre une autre question à l'oral. Ouais. Je vais donner la parole à Monsieur Da Fonseca. Normalement, vous pouvez ouvrir votre micro et intervenir. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, bonjour. Directeur général des services techniques de la commune du Grand Pic Saint-Loup. Alors, nous avons territoire de 36 communes, 50 000 habitants à peu près, 51 000 habitants. Nous avons initié le schéma directeur des bâtiments et énergie, également parce qu'on était lauréat de l'appel à projet de l'ADEME. Effectivement, je vous rejoins, c'est une excellente démarche. Ça permet de mettre autour de la table les politiques et les techniciens. Alors, on a des visions qui convergent, hein, mais pas toujours. Donc c'est bien d'avoir un temps d'échange et d'être aidé, accompagné avec des retours d'expérience au niveau national. Ça permet également de nous référencer par rapport à d'autres territoires. Moi, mon intervention a été plutôt sur la recherche de financement. Aujourd'hui, on a le fonds vert hein, qui flèche très fortement les projets en rénovation énergétique. Alors, avec une mobilisation des fonds sur les projets qui sont matures, qui sont quasiment prêts à partir. Ce qui pose la question de comment les collectivités peuvent anticiper des besoins en ingénierie, mobiliser du financement alors qu'elles sont en recherche de financement, justement de tiers financement pour pouvoir lancer leurs opérations. Ça, c'est une vraie difficulté. Peut-être que l'Interco pourrait se dégager un petit bout de budget pour aider les collectivités plus petites à réaliser leurs outils énergétiques parce que c'est un préalable pour aller chercher le fonds vert pour la rénovation énergétique. Enfin voilà, il y a quelque chose à inventer. Nous, on essaie de le mettre en place sur notre territoire, non sans difficulté, je ne vous le cache pas, parce que il y a des divergences politiques même si on a un territoire qui est très apaisé politiquement, eh ben, il y a des collectivités qui ne comprennent pas qu'on aille prendre du budget communautaire pour aller répondre à un usage qui est communal. L'ambition est belle de vouloir le porter sur le territoire, mais la réalité fait que parfois on est confronté à ce type de difficultés. Donc voilà mon témoignage. Effectivement, l'ingénierie financière est très importante. Nous, on a essayé de rechercher l'année dernière un VTA, puisqu'il y a des fonds à aller chercher pour ce type de poste. On n'en a pas trouvé, malheureusement. Donc on va continuer cette année, mais effectivement, mobiliser un agent qui nous fasse de l'ingénierie financière, plus que juridique, parce qu'on a la compétence en interne, ce serait vraiment un gage d'accélération des projets. Voilà. On est très ambitieux, on a des perspectives, mais on n'a pas forcément aujourd'hui tous les maillons nécessaires réunis pour pouvoir enclencher la mécanique. Voilà. On fait une rénovation par mandat, lourde, mais ce n'est pas suffisant.
Voilà pour mon témoignage. Merci pour votre témoignage. Est-ce que l'un de vous souhaite réagir? Il y a également une question à l'écrit sur les difficultés que peuvent rencontrer les intercommunalités de petite taille. Moi, je vais juste apporter un témoignage, hein, puisqu'on a fait cette recherche au moment où le plan de relance, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire l'enjeu d'avoir des dossiers tout prêts, tout ficelés dans les tiroirs, et parce qu'en fait, sur le plan de relance, quels ont été les gagnants? C'est ceux qui ont pu sortir un dossier déjà prêt, compte tenu des échéances qui étaient données. Et puis la deuxième remarque qui complexifie aussi cette recherche financière, c'est la capacité des services instructeurs à aller regarder en détail les projets vertueux par rapport à ceux qui s'en foutent un peu. Et puis, dans ce que j'ai appelé ces lignes atypiques ou ces lignes qu'on ne va pas forcément chercher, je parlais d'éducation nationale, voilà, enfin, j'en passais des meilleurs, hein. Il n'y a pas un alignement non plus des exigences environnementales, des exigences en termes d'énergie. Et donc, chaque ligne budgétaire a ses propres niveaux. Et en fait, les exigences énergétiques, elles sont souvent modestes, en fait, hein, le plus souvent modestes. Et donc, pas encourageantes ou pas stimulantes. Liliane, vous avez vraiment raison quand on a la capacité à avoir des dossiers prêts sans que pour autant il y ait des lignes de subvention existantes, ça peut faire la différence parce que de plus en plus l'État propose un appel à projet, donne les dates de fin de dépôt et il y a 3 semaines, quoi, 3 semaines ou un mois pour réagir. Alors là aussi, c'est Ça quand même pour avant-hier. voilà, c'est quand même curieux de demander à nos services de préparer en blanc des dossiers au cas où, alors qu'ils ont déjà du mal à affronter le quotidien, l'entretien courant. Mais c'est vrai que ça peut se révéler payant. Et puis sur le débat qu'on a évoqué tout à l'heure, des maires bâtisseurs, des maires gestionnaires ou maires rénovateurs, il y a aussi peut-être un sujet qu'il faut se poser, ça serait d'être maire démolisseur. Moi, j'ai l'exemple d'une école qui m'a amené à avoir beaucoup de restauration partielle pour me dire que c'est un bâtiment des années 70, que l'architecte s'est fait plaisir, que de vue du dessus, c'est deux marguerites, hein, c'est très beau, mais très compliqué avec des grands espaces, des alvéoles à côté, enfin bref. Et il y a un moment, mais une école, c'est quand même compliqué de démolir parce qu'il y a des générations qui y ont grandi, les parents qui y étaient avant. Mais il faut peut-être aussi se poser la question des fois de dire, eh ben, au nom de l'intérêt général du patrimoine, je dois démolir, alors avec toutes les difficultés de trouver des bâtiments intermédiaires, enfin voilà. Et puis quand on touche aux enfants, on sait que les parents souhaitent qu'on leur accorde la meilleure attention possible, donc pas question de les mettre dans des bungalows provisoires, mais en tous les cas, ça vaut le coup des fois de se poser la question de dire, est-ce que j'aurais pas meilleur temps de démolir le bâtiment? Une grosse question, en effet. Madame Bardot, est-ce que vous souhaitez réagir également? On prendrait une autre question à l'oral ensuite. Non, 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 simplement dire effectivement, après les modalités de financement, on en a parlé, hein, effectivement, il y a le tiers financement, il y a l'intracting, hein, dont on parle de plus en plus, mais enfin qui sont quand même des modalités complexes aussi et qui nécessitent d'avoir des personnes qui moulinent aussi pour bien les comprendre. Le tiers financement, notamment, ça n'est finalement qu'un report d'endettement, hein. Et l'intractic, ça peut être une solution. Moi, simplement, mais parce que je suis plutôt quelqu'un de très pragmatique dans la vie, c'est peut-être aussi un mal pour un bien dans la mesure où, une fois encore, moi, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans la démarche de SDIE, c'est la logique des usages, hein. C'est-à-dire que engager la question, c'est pas seulement comment on va engager la rénovation énergétique de l'ensemble de notre parc. La question, c'est aussi comment on va l'optimiser, ce parc. Et en ça aussi, je rejoins Luc, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est aussi se poser la question des bâtiments. OK, on en fait quoi finalement parce que le bâtiment qui est utilisé 2 heures par semaine, mais qui est chauffé toute la semaine, ben, est-ce qu'on ne s'interroge pas quand même? Alors, et ça nécessite autre chose, hein, qui s'appelle du courage politique sur des décisions qu'il faut prendre et assumer. Alors, voilà. Mais cette logique des usages, elle est importante aussi et elle permet de faire des arbitrages un peu sévères, mais qui peuvent permettre de dégager, de se poser des vraies bonnes questions sur les financements, hein, et la manière de les avoir, hein.
Merci. Simplement si aussi, moi, par rapport aux gains énergétiques, et une fois encore, parce qu'on faut se poser la question de manière pragmatique, quand nous, on avait fait notre audit énergétique, on avait la possibilité d'aller chercher, en allant chercher 10% de gains énergétiques supplémentaires, on récupérait X% de subventions supplémentaires. Bon. Ça, c'est pareil, ça s'étudie, ça se calcule, parce que finalement, on se rend compte que la marche à atteindre pour gagner 10% d'économie d'énergie supplémentaire, eh ben, on investit des centaines de milliers d'euros en plus. Donc, à un moment donné, c'est aussi un arbitrage de bon sens, finalement. En disant, bon, alors attends, pour aller chercher ça, il faut que je rajoute ça. Est-ce que finalement, le jeu, il en vaut bien la chandelle, quoi? Bon, voilà, des arbitrages à avoir. Et malheureusement, l'État nous aide à les avoir, ces arbitrages, parce que quand il met des normes, qu'il est très cadré, ben, on n'a pas vraiment le choix. Tout à fait. Non, alors là, j'étais un peu plus égoïstement sur ma commune à moi, où il faut être très, très honnête, Luc. Considérant mon village de 685 habitants, moi, le décret tertiaire, je passe largement entre les gouttes, hein. Je dois dire que je ne suis pas concernée. Okay. Mais voilà, c'était plus la vue là, du petit maire rural. Alors, on va prendre une dernière question. Pas de petits, moyens ou gros maires. Il n'y a que des maires qui sont confrontés à des difficultés quotidiennes. On va prendre une dernière question à l'oral. Monsieur Révraud, vous pouvez prendre la parole. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Bonjour, moi je voulais remercier les intervenants. Donc moi je suis à la fois vice-président de Grand Angoulême, donc c'est la Charente, le pays du cognac et de la bande dessinée, et puis également vice-président d'Intercommunauté de France. Et moi je suis ravi d'entendre les témoignages des collègues. On voit bien que les territoires sont différents. Il y en a qui ont les boules et les autres qui les ont pas, puis il y en a qui ont les boules de voir que les autres. Bon, bref, mais ce qui est intéressant quand même, c'est que vous avez balayé large sur toutes les questions qu'on se pose dans les communes. Moi, j'oublie pas quand même, on a 7 communes sur 10 en France qui ont moins de 1000 habitants. Donc la question d'aller ensemble vers la sortie des fossiles et la maîtrise de l'évolution du dérèglement climatique, elle appartient à tout le monde. Mais encore une fois, vous l'avez dit, tout le monde n'a pas les moyens. Ou c'est Madame Hamon qui l'a dit, je crois. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment qu'on ait ça là-dessus. Donc à Interco, on va continuer à appuyer les collectivités parce que ce travail-là, il peut se faire qu'en coopération. Et là-dessus, on ne cherche pas l'exclusivité, hein. Parce que comme ça a été dit par Madame Bardot, c'est vrai qu'il y a d'autres opérateurs comme les syndicats d'énergie qui font le job, mais il est intéressant quand même qu'on dise qu'il faut que tout le monde y aille en même temps. Et puis, le point sur lequel je voulais plus vous interpeller, c'est il faut qu'on y aille ensemble, mais il faut aussi qu'on se fasse comprendre, parce que pour beaucoup de gens, ces abstractions que sont les normes, les règles, les 40% de diminution des consommations d'ici 2030, ça ne veut rien dire. Et finalement, la question que je voulais vous poser, comment dire, très facile peut-être à poser, beaucoup plus difficile à répondre, c'est finalement comment on dit qu'on va baisser de 40% d'ici 2030? Qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que vous affichez les réductions de factures, donc quand on dit en euros? Est-ce que vous affichez des pourcentages de kilowatts en moins, de carbone en moins? Comment vous faites? Et surtout, avant 2030, il y a cette échéance de 2026 qui est la fin du mandat. Pour ce mandat qui aurait été quand même non pas une révolution, mais vraiment un mandat de bascule, comment on finit ce mandat en disant aux gens quand même qu'on a mis les pieds dans quelque chose qui sera positif et sur lequel il faut qu'on accentue encore plus l'effort. Voilà, c'était une question un peu ouverte, mais je souhaitais vous entendre là-dessus au vu de la qualité de vos témoignages. Allez, j'y vais pour une pirouette. Il faut enjamber les barrières de mandat et d'élection, parce que c'est des sujets tellement vastes et sur une grande durée qu'il faut faire comprendre à nos concitoyens que ça ne s'arrête pas en 2025 et puis on fait une campagne et puis ça reprend. C'est quelque chose qui doit passer outre les élections. Alors c'est facile à dire, hein, mais et que ça doit être un souci permanent de ceux qui seront demain à la conduite d'une commune, d'une interco, parce que ça s'impose à nous. Après, moi, et c'était ce que j'avais pu dire, mais, et je crois que vous en étiez tous d'accord, mais il y a quelque chose qui est extrêmement facilitant et qui accompagne infiniment mieux la décision politique. C'est cette prise de conscience et qui est une fois encore réelle et sincère. En fait, et en insistant sur la sincérité. C'est-à-dire que cette prise de conscience, et vous aviez raison, Viviane, c'est plus climatique d'ailleurs qu'écologique. Nous, sur Vichy l'année dernière, on a été frappés par des orages de grêle.
d'une violence terrible, qui ont mis à mal d'ailleurs un certain nombre de bâtiments publics, qui ont d'ailleurs conduit à accélérer ces réflexions sur la rénovation énergétique. Mais les gens, ils ont été touchés. Et puis, je parle de la grêle, mais la sécheresse, voilà, hein, les tempêtes, les gens, ils sont touchés dans leur quotidien par ces changements et aujourd'hui, ils en ont une pleine conscience. Si bien que ça accompagne la décision et ça la facilite grandement parce que pour moi, il n'est plus question de devoir argumenter ou le défendre. Moi, j'ai engagé la rénovation énergétique de mes quelques bâtiments publics cette année et en le priorisant, mais tout le monde a trouvé ça d'une logique imparable. Et puis, une fois encore aussi, parce qu'on se le doit au titre de l'exemplarité, nous, l'essentiel de nos consommations énergétiques sur le bassin de Vichico et le diagnostic de notre PCAET dit pas autre chose, il est dans le résidentiel. Comment on peut demain demander aux gens d'engager la rénovation énergétique de leurs bâtiments si en exemplarité, on ne le fait pas pour les nôtres? En fait, à un moment donné, il faut être aussi cohérent et crédible, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons conclure ce webinaire. Madame Hamon, est-ce que vous souhaitez rajouter un dernier élément? Ah, votre micro est coupé. Votre micro est coupé, on ne vous entend pas. Sur l'intervention précédente, je voulais simplement rajouter que, alors moi je ne suis pas thermicienne, hein, mais enfin j'en fréquente assez pour pas être complètement vierge sur le sujet. La progressivité, elle peut être dangereuse, hein, les 40%, 50 et 60, dangereuse au sens des rénovations partielles qui ne sont pas vraiment pensées. C'est-à-dire que si on arrive à 40% en 2030 par des petits gestes sur la sobriété, d'optimisation, etc., très bien. Si on a fait une rénovation qui se contente du moins 40% et qu'il est impossible de revenir en arrière derrière ou de la compléter, c'est une énorme bêtise. Donc, en fait, moi, je me pose une question sur cette progressivité. Et c'est pour ça que méthodologiquement, on a dit non, mais on va directement voir des rénovations performantes parce qu'il me semble que c'est la chose à faire et que le décret, de ce point de vue-là, alors même s'il ne concerne pas les petites communes, hein, mais en tout cas, il envoie quand même des signaux et je m'interroge sur sa capacité à nous emmener là où il faut aller. Bien. Merci à tous pour votre participation. Merci Madame Hamon, Monsieur Berthoud, Madame Bardot pour avoir apporté vos éclairages et vos témoignages. Le replay sera disponible sur notre chaîne YouTube et on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain webinaire. On parlera résilience et on reviendra notamment sur l'organisation des collectivités face à la tempête des derniers mois. Merci à tous et bonne journée. Bonne Merci, journée. bonne journée à vous. Merci beaucoup.